nous avons fait grande gueule du jour. Ceux qui se battent contre un labo pharmaceutique, l'association des victimes du Dépakine, qui a lancé une action de groupe. Le scandale Dépakine, c'est un médicament, un anti-épileptique qui a été donné à de nombreuses femmes à partir des années 70, des femmes enceintes, et ça a provoqué beaucoup de dégâts chez des milliers d'enfants. La grande gueule du jour, c'est maintenant. RMC, la grande gueule du jour. Moi qui ai avalé le comprimé, donc qui en gros, qui a empoisonné mes enfants. J'ai une haine, mais vraiment une haine envers le laboratoire et l'agence parce que pour moi, ils ont menti, ils nous ont caché ça. On aurait été au courant, on aurait eu le choix de décider ou de continuer si on voulait avoir des enfants. On voit quasiment plus personne, on sort pas. Les gens vous regardent, vous jugent. Vos amis, il y en a nettement moins. C'est des remarques tout le temps. Je sais pas comment tu fais. On n'a pas le choix. Quand l'handicap tombe à l'âge de 3 ans, on va pas le jeter, notre enfant. Voilà, c'est notre consultation du jour. Faites-vous encore confiance aux labos pharmaceutiques? Alors, c'est quoi ce scandale Dépakine, Bernard Debré? Alors, c'est un antiépileptique qui fonctionne très bien, qui a été découvert il y a avant 1970 et qui a été mis sur le marché, je crois que c'est 62. Mais très rapidement, il a été démontré que c'est un médicament dangereux. Dangereux parce que si les femmes enceintes prennent de la Dépakine, les enfants qu'elles portent peuvent être atteints. Mais, par quoi, par exemple? Des malformations cardiaques? Malformations, alors, voici un moment, il peut y avoir des malformations cérébrales. Retard moteur. Avec l'autisme, on peut penser qu'il peut y avoir de l'autisme. Il y a des malformations cérébrales. Ça se confirme pour l'autisme. Je sais. Il y a des malformations cérébrales, il y a des malformations cardiaques, il y a des malformations pulmonaires, il y a toutes les malformations. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a toutes les malformations. La Dépakine, non seulement apaise le cerveau, mais aussi va ouvrir les chromosomes et permettre à ce que des gènes qui ne devraient pas s'exprimer s'expriment. Mais à quel moment on s'est rendu compte que ça provoquait ces effets secondaires? On s'en est rendu compte assez tôt. Et pourquoi a-t-on continué à commercialiser le médicament? Mais parce qu'on peut le prendre quand on n'est pas enceinte. Les hommes peuvent le prendre, c'est un médicament qui fonctionne très bien quand on a une épilepsie. Les hommes, en général, sont pas enceintes. Pour l'instant, les femmes qui ne sont pas enceintes peuvent le prendre. Et on le dit. Là, ça a été... là où il y a une erreur, je dirais même une faute, c'est quand il est prescrit pour des femmes enceintes. Et les laboratoires l'ont vu et n'ont rien dit. Ah bon, ils n'ont rien dit? Ils n'ont rien dit. Ils se sont dit c'est un cas sur 3 ou un cas sur 5. Ils n'ont pas insisté, tu vois. Et ça, c'est un cas sur 3, c'est beaucoup. Mais non, mais c'est énorme. Quand ils ont formé les médecins. C'est totalement inacceptable. Totalement. Oui, ils forment les médecins. Ils forment les médecins et ils n'ont pas insisté dans le cadre de cette formation sur ce sujet-là. C'est toujours le même problème. Qui fait la formation continue des médecins? Ce sont les labos. Donc voilà. Et quand ils forment les médecins, ils n'insistent pas sur un certain nombre de choses parce que ils veulent continuer de vendre leur truc. Tu sais, en ce moment, je suis comme les gens savent que je suis très sensible à cette question-là. J'ai des dizaines de personnes qui m'envoient le fait qu'ils peuvent plus se procurer le vaccin pour leur bébé, les 3 vaccins, qui sont obligés d'en acheter 11. Et que pour avoir le vaccin, il faut aller l'acheter en Suisse pour avoir les 3 vaccins obligatoires en France, les 3 vaccins obligatoires en France. Et on en vend 11, c'est-à-dire beaucoup plus cher, comme dirait Bernard, remboursé par la Sécu. Donc à la place de 3, je sais plus, c'était 6,90 €, ça passe à 15 € et c'est remboursé par la Sécu. Et ça, c'est pour tous les bébés qui naissent. On n'a plus le choix. Non mais attends, mais ça veut dire quoi? Alors on reste sur... non mais tu vois ce que je veux dire. Je voudrais simplement... Ta question c'était a-t-on confiance dans les labos? Excuse-moi. Toi tu dis non. Joël Dagossiri. Enfin moi la question, j'ai envie de dire, est-ce que j'ai confiance en mon médecin? Parce que les labos, pour moi, c'est lointain. L'agence de santé, pour moi, c'est lointain. La personne que je vois, moi, c'est mon docteur. À condition que le médecin soit au courant, ce qui n'est pas le cas. C'est marqué sur les étiquettes. Le médecin, alors, à moins qu'il ait commencé sa carrière là, avec moi tout de suite quand je suis enceinte, est-ce qu'il n'a pas déjà eu des femmes enceintes ou des épileptiques à qui il a prescrit Est-ce qu'ils ne se parlent pas entre eux? Non, mais regardez, un autre scandale, le Mediator. Les médecins n'étaient pas forcément au courant. Mais il n'y a pas que le Mediator, il y a le Vox. Parce qu'ils lisaient pas le bonjour. Mais comment bien sûr que j'étais au courant? C'était dans tous les journaux. Non, mais attendez, c'est trop facile d'accuser
le médecin qui est dans son cabinet. Non, mais c'est dans tous les journaux. Vous faites des conférences entre vous, quelquefois vous réunissez. Et est-ce que vous parlez des différents médicaments, des effets que vous avez constatés sur telle ou telle patiente? Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a quelque chose comme ça. Non, mais c'est le médecin généraliste. Des congrès, voilà. Le médecin généraliste, il est dans son cabinet. Le médecin généraliste, si on ne l'informe pas, si les autorités sanitaires ou le labo directement ne l'informent pas des effets secondaires d'un médicament, et si c'est pas forcément marqué sur la notice, il peut lui prescrire. Le médecin, il ne peut pas deviner. Je veux dire, à un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse le procès tout le monde, mais c'est un peu facile après coup. On dit que les premiers cas sont apparus en 80. Dans les années 80. Et il y a encore des prescriptions dans les années 90, dans les années 2000. Donc, excuse-moi, là, quand même, le médecin... Les autorités sanitaires, 2005, on sait que ce médicament provoque des troubles du langage. 2008, qu'elle donne des troubles autistiques. Bien sûr. Mais oui, mais écoutez, c'est le scandale absolu, c'est que justement, les laboratoires qui ont connu les troubles, qui étaient au courant de ces troubles, n'ont pas décidé d'informer la totalité des médecins en disant ne prescrivez pas ce médicament pour les femmes enceintes. Je parlais de l'action de groupe et c'est une première depuis l'autorisation de cette procédure dans le domaine de la santé. Cette action de groupe, on va écouter, si tu veux bien, Bernard, Marine Martin qui est avec nous, qui est directement concernée parce qu'elle a pris ce médicament. Marine Martin, bonjour. 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 Je tenais à préciser par rapport aux dates qu'effectivement les malformations étaient connues déjà dans les années 80. Bien sûr. Les troubles autistiques sont décrits par la suite dans la littérature scientifique en 1994 par Christiansen. Donc on savait depuis 20 ans que les troubles autistiques étaient présents. Et les données de pharmacovigilance que j'ai pu récupérer chez Sanofi mentionnaient déjà les premiers troubles autistiques dans les années 80. Donc le laboratoire était parfaitement au courant des risques. Donc tout ça, on le savait et ça a été facilement accessible sur Internet par la suite quand moi j'ai révélé ce scandale en 2011. Oui, alors donc vous reprochez à Sanofi de ne pas avoir informé les femmes enceintes des risques importants de malformations, de troubles, comment on vient dire. Dès la commercialisation, ils savaient que c'était dangereux puisque les tests avaient été réalisés chez l'animal. Ils l'ont délibérément omis. Par la suite, les troubles autistiques de la même manière. Et il y a eu des discours qui ont visé à minimiser les risques pour la femme enceinte. C'est pour ça que certains médecins n'étaient pas au courant. Mais il est vrai que depuis 2006... certains médecins n'étaient pas au courant. Certains médecins n'étaient pas au courant dans la mesure où même dans ce qu'on appelle le RCP, le Vidal, les mentions étaient très amenuies, très diminuées et il y avait quand même des grosses difficultés pour les médecins d'avoir accès à l'information. Souvent, c'était les visiteurs médicaux qui effectivement portaient la bonne parole via des propagandes, des documents de propagande. Marine Martin, je voudrais qu'on parle un peu de vous parce que vous êtes directement concernée par ce scandale. Vous avez pris ce médicament ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai 2 enfants nés en 99 et 2002 qui sont touchés. Dans le cadre d'une procédure civile, ça a été reconnu et le lien de causalité a été établi chez mes 2 enfants. Comment sont-ils touchés ? Alors, c'est mon fils qui est né en 2002 qui est le plus touché avec des malformations des membres et des atteintes neurologiques avec des troubles du spectre autistique, des troubles de l'attention, des troubles psychomoteurs et des troubles du langage. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait à la fois les malformations et les troubles neurocomportementaux qui m'ont poussé à chercher quelle pouvait être la cause. Et en 2009, à l'automne, je suis tombée sur le site du CRAT, le Centre de recherche des agents tératogènes à l'hôpital Trousseau à Paris, qui faisait état que le médicament le plus dangereux, c'était le Roaccutane pendant la grossesse, et le deuxième, c'était la Dépakine. Et là, on tombe des nues, parce que la question, on l'a posée, est-ce que c'est dangereux pendant la grossesse? On l'a posée à son neurologue, à son gynécologue. Vous aviez posé ces questions? Tout à fait. Et on vous répondait quoi alors? On m'a dit, écoutez, Madame Martin, la seule malformation que vous risquez, c'est un spina bifida. Dans 1% des cas, prenez de l'acide folique 3 mois avant, 6 mois pendant, et tout ira bien. Quelle horreur. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, il n'y avait pas de spina bifida parce que ça a été regardé à l'échographie. J'étais quand même à Montpellier, donc une ville où il y a beaucoup de connaissances universitaires en matière de santé. Donc il y a eu une surveillance très importante. Et pourtant, jamais on n'a informé des hypospadias, des craniosténoses, des becs de lièvre. Et on est dans les années 2002. On savait très bien les signalements en pharmacovigilance. La littérature scientifique connaissait les troubles autistiques, connaissait tous ces troubles neuraux. Ils ont quel âge vos enfants maintenant? Aujourd'hui, ils ont 14 et 17 ans. Qui vous aide? Est-ce que vous avez une prise en charge? Comment ça se passe? Bien sûr qu'il y a une reconnaissance de handicap. Bien sûr qu'il y a une prise en charge. Est-ce que le laboratoire Sanofi vous aide?
Bien sûr que non. Il ne reconnaît toujours pas son implication dans le scandale. Le laboratoire s'en lave les mains. Ah oui, tout à fait. Dans toutes mes démarches et dans tout ce que j'ai réussi à obtenir, à chaque fois, ils inculquent l'État en disant « ce n'est pas moi, c'est de la faute de l'État qui m'a donné l'autorisation de mise sur le marché ». Alors justement, les autorités sanitaires, elles ont autorisé le médicament en connaissant les effets secondaires, ou est-ce que ces autorités sanitaires ont été également trompées par le laboratoire ? Alors, ils connaissaient parfaitement, puisque cette littérature scientifique est accessible à tous. Donc, bien sûr qu'on connaissait les effets tératogènes dangereux pour le fœtus de la dépakine. Mais là aussi, c'est en ça que des fois on peut le comparer au Mediator, c'est qu'on est dans les mêmes années, 90, 2000, avec les conflits d'intérêts qu'on connaît entre les laboratoires. Et après, on a réformé d'ailleurs, on a créé une agence suite à ça. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait se dire, les choses ont changé. En fait, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de pharmacovigilance en France. Il a fallu que moi, je dénonce ça en 2011, qu'avec mes homologues européens, donc avec les Anglaises, on réussit au niveau de l'Agence européenne du médicament à obtenir la réévaluation du bénéfice-risque. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'ANSM qui l'a obtenu, c'est l'Europe. Marine Martin, donc en fait, cette action de groupe est dirigée contre Sanofi, mais à la limite, vous pourriez mettre aussi l'État devant ses responsabilités. Ceux qui ont donné l'autorisation. Ceux qui ont donné ces autorisations. Comme sur le Mediator. L'État sera également désigné et sera poursuivi. Bien sûr, pour moi, c'est de la complicité. Le laboratoire a délibérément omis avec la complicité de l'État et par la suite une responsabilité des médecins, parce que c'est vrai qu'à partir de 2006, la notice se faisait quand même de plus en plus explicite. Marine Martin, vous vous battez, vous avez monté une association, la PESAC, c'est ça ? Oui, tout à fait. En 2011, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. Tous les jours, des enfants vont naître sous dépakine et on ne dit rien et on n'informe pas la patiente. Il faut que j'informe. Donc, j'ai commencé à créer le site de manière à donner cette information à la patiente. Puis, par la suite, j'ai mobilisé les médias. Et 2011, c'est l'année du grand scandale Mediator. Je vois Irène Frachon à la télévision. Je me dis, mais c'est pas possible. Cette femme, elle n'est pas touchée dans sa chair et elle se bat pour ses patientes. Moi, je ne peux pas me taire. Il faut que je me batte. Il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit, mais quel est ce jeune avocat qui se bat à ses côtés? Et c'est là que j'ai découvert que c'était Maître Charles-Joseph Houdin. Et c'est lui que j'ai décidé de choisir pour partir dans ce combat, parce que face à un laboratoire aussi puissant, il faut des gens spécialisés dans ce domaine. Maintenant, on peut lancer des actions de groupe dans le domaine de la santé. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis longtemps, mais en France, on a mis du temps à s'y mettre, alors pour des problèmes de consommation, mais là aussi dans le domaine de la santé. Qu'attendez-vous de cette action de groupe ? Aujourd'hui, c'est la possibilité pour nous, victimes, de faire condamner le laboratoire. Parce que ce fonds d'indemnisation que j'ai réussi à obtenir, c'est une grande victoire, parce qu'il va permettre d'indemniser la famille pour la prise en charge de ces enfants lourdement atteints de troubles autistiques pour la plupart. Mais par contre, la condamnation du laboratoire, je ne l'aurai pas, puisque c'est une procédure à l'amiable. Donc là, cette action de groupe va permettre effectivement de faire condamner le laboratoire. Et ça, symboliquement, pour les familles, c'est quand même très fort. Donc, je suis contente que cette action de groupe puisse voir le jour enfin en France. Alors, je vais vous dire une chose. Bernard Debré, les actions de groupe, j'en suis à l'origine. Parce que quand la loi Hamon a été présentée à l'Assemblée nationale, j'ai fait un amendement pour qu'il y ait une action de groupe. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. J'ai eu Hamon face à face qui m'a dit « Je préférerais que ça soit dans la loi de Marisol Touraine qui va venir. » Donc on l'a mis dans la loi de Marisol Touraine, mais j'étais extrêmement favorable aux actions de groupe, parce que vous imaginez bien qu'une personne seule contre un laboratoire, il n'a aucune chance. Et donc l'action de groupe est importante. Est-ce que les personnes qui ont autorisé la mise sur le marché, comme on l'avait vu d'ailleurs pour le Mediator, c'est-à-dire toute la question de la façon dont les labos rémunèrent ces gens, comment ces gens qui devraient être indépendants sont en réalité des gens qui représentent les labos et normalement on est obligé de le marquer, mais c'est pas toujours dit. Est-ce que ceux-là seront condamnés? Marine Martin, on va vous remercier, on va vous souhaiter bon courage pour votre combat, et puis on suivra bien sûr votre action. On va marquer une petite pause et dans un instant vous pourrez tirer les conséquences et les leçons de cette affaire, et puis qu'est-ce qu'il faudra faire de plus pour qu'effectivement ne se reproduise pas ce type de scandale. On a eu le Mediator, on a aujourd'hui le scandale des Dépakine. A tout de suite sur RMC et sur numéro 23.